Let's go. All around the world. Y'all know. This is so. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Temps Mort. Vous le savez, lundi 21h, nous avons rendez-vous avec l'actualité de la balle orange au Cameroun. L'Afro-basket dame est donc terminé du côté du Sénégal et c'est le Nigeria qui succède donc à lui-même face à une grosse équipe du Nigeria, une grosse finale que nous avons vécue hier, super serrée entre les deux équipes. Et bien voilà, le Nigeria est donc plus fort que toutes les autres équipes africaines. On parlera de cet Afro-basket et particulièrement de la participation du Cameroun à cet autre événement du basketball africain avec nos invités ce soir. Et bien sûr, on parlera du Junior NBA qui a démarré aujourd'hui du côté de Yaoundé, 4e édition. C'est donc lancé jusqu'à samedi prochain à Yaoundé. La Ligue de basketball du littoral, la réforme est annoncée entre guillemets parce que, il faut le dire, le collectif des entraîneurs s'est donc réuni avec toutes les parties prenantes et même Monsieur Lambda, c'était donc jeudi dernier ici même à Douala pour pouvoir réfléchir dans ce qu'ils ont appelé une séance de réflexion pour pouvoir donc essayer de remettre sur pied cette ligue-là, du moins pour la saison prochaine. Et puis on parlera du Douala Quata Challenge qui était à sa 2e édition hier. C'est l'actualité basket. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au panel juste dans un instant. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir Camille. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les panélistes et bien évidemment bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue. Alors, Martial Yudom, bonsoir, président de l'association des entraîneurs de basketball pour le littoral. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux panélistes, bonsoir à mes membres de l'association, monsieur les entraîneurs. D'accord. Et puis, juste à ma droite, monsieur Guillaume Elamé est avec nous, coach à ses heures perdues, désormais observateur dans le basketball, lui qui a occupé quelquefois les hautes fonctions de ce basket dans ce pays. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Alors, Serge Montan Mangamba est avec nous ce soir. La légende, comme moi j'ai choisi de l'appeler, je suppose que vous l'appelez désormais comme ça. Bonsoir Serge. Bonsoir monsieur Christian Wemi. Il a mis monsieur, c'est inhabituel. Hein? Alors, Serge, j'aimerais qu'on commence cette émission par un extrait de la finale de Coupe du Cameroun du côté de Yaoundé. C'était votre dernier match officiel et certainement votre dernier panier officiel. Je vous propose, chers téléspectateurs, de vivre ceci. À l'instant, ça joue à fond. Je vous ai dit, chers téléspectateurs, 8 secondes. C'est long. C'est long. Les souffles se retiennent, les cœurs battent la chamade. C'est reparti sur cette sortie de balle encore. Ombre, Mangamba, Serge, Mangamba, Serge, Mangamba, Serge. Quel génie! On vous l'a dit, chers téléspectateurs, pour une sortie, une fin de carrière. Serge Constant Mangamba vient de remettre les pendules. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ça? Ça fait chaud quand même de terminer ma carrière sur un tir au buzzer. Comme on dit au sport, on ne sait jamais. Peut-être le SG peut décider de me reprendre. Roger Mila à son époque. Mais bon, c'est déjà derrière moi, ma carrière derrière moi. Je suis passé à autre chose. Et j'espère vraiment que la suite sera aussi agréable que ce dernier tir. Alors, vous avez fini cette rencontre avec 20 points pratiquement. Il n'y avait que Bilek Simon qui était à 1 point de plus que vous à ce moment-là du match déjà. Et vous avez réussi un maximum de 3 points. Comme j'avais dit toujours sur ce plateau, nous on partait dans cette finale pour apprendre et je crois qu'on a beaucoup appris. Peut-être moi qui suis sorti à la limite sur
une chaise roulante, mais j'espère vraiment, et aujourd'hui, je sais que les coéquipiers avec qui on est allés, ils ont beaucoup appris, et que j'espère vraiment que l'année prochaine, on va arriver au même endroit et que l'issue sera différente. Voilà. Alors, pratiquement mettre tout un palais des sports d'accord à 8 secondes de la fin du match. Mangamba, on a envie de dire belle fin de carrière pour lui. Mais écoutez, belle fin de carrière, encore qu'avec lui, on ne sait jamais. Je pense qu'il y a 2 saisons déjà, Mangamba nous avait fait savoir que c'était son jubilé. Il nous l'avait également dit ici sur ce plateau. Donc il peut toujours nous faire le coup, on ne sait jamais. Mais bon, et bien évidemment, il faut dire que c'était... entre Mangamba et Bayan ce jour-là, nous pensions déjà avant la fin du match que si ça avait été école, peut-être exceptionnellement ce jour-là nous aurions eu 2 MVP, parce que pour 2 anciens, leur prestation ce jour-là, on était véritablement partagés, et c'était tout à leur honneur ce jour-là de pouvoir les mettre en haut, comme on dit. Et voilà. Vous étiez au Palais des Sports, Martial Yudom, vous avez regardé ce tir, pratiquement tout à côté de moi. Ça donnait des frissons finalement. Ah oui, et comme je l'ai dit sur le reportage, Serge est la seule personne qui sait aussi d'où ce tir sort. Et ça fait plaisir que si il a décidé d'arrêter que pour sa fin de carrière, il laisse ses célébrations grandioses à la hauteur de son talent et même de la carrière qu'il a vécu. Voilà. Un mot pour ce tir sorti de nulle part? Oui, quand on joue au basket, c'est pour ces moments-là. Il y a des gens qui jouent toute leur carrière et qui n'ont pas l'opportunité de sauver leur équipe au buzzer. Ça, c'est un rêve, même en NBA, marquer le dernier panier qui change complètement le match. Tout le monde en rêve. C'est un peu comme les footballeurs vous disent, marquer le but décisif en Coupe du Monde, c'est le summum. Mais ça, c'est le Graal du Graal. Et lui, terminer sa carrière sur un geste pareil, ça prouve vraiment que c'est un grand joueur. Sous d'autres cieux, sa carrière aurait été terminée d'une autre manière. On l'aurait pu célébrer. D'accord. Parce que le public le lui rend bien dans tous les cas. Le public le lui rend bien. Et je vois qu'il est toujours très bien accueilli dans les salles de basket. C'est la personne qui fait, je crois, sur l'audiomètre le plus de bruit, qui fait faire le plus de bruit aux spectateurs quand on présente les joueurs. C'est toujours Serge Mangamba. Il a réussi le hold-up de faire plus de bruit aux gens que Pascal Siakam à son propre camp. Quand on a, avant de présenter Mangamba, le bruit qui a été dans la salle, le speaker est obligé de se taire et d'attendre que les gens se calment pour pouvoir le présenter. Oui. Non, mais ça, c'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance du public. Tout à fait. Mais je pense que des gens comme ça, le pays doit aussi les reconnaître officiellement. Finalement. Allez, on le lui rend bien dans cette émission. Et vous voyez qu'il réussit quand même à faire crier le journaliste qui est derrière le micro. Je ne sais pas qui c'était. Alors, on va... Non, sincèrement. S'il y a quelque chose à ajouter, je voudrais dire, et ça ne s'est presque jamais fait, enfin, en tout cas pour ce qui concerne le basket. Oui. Mangamba pourrait bien évidemment organiser un jubilé en bonne et due forme, appeler ses amis, tous ceux qui ont tourné autour de lui pendant sa carrière, et évidemment ses jeunes coéquipiers actuels, pour essayer de faire quelque chose. Est-ce que c'est une main tendue de la fédération pour l'accompagner? Bien sûr qu'on pourrait l'accompagner avec le peu de moyens qui est le nôtre, mais l'idée ne peut venir que de lui, du joueur lui-même. C'est bon. On peut valider ça ici? Ouais, on peut le valider. Valider. Il ne manquera que la date. Mais là, je ne sais pas si j'aurai encore assez d'efforts justement pour courir. Parce que là, tu vas jouer en marchant. Un jubilé, on n'a pas besoin d'avoir toute cette énergie, finalement. Oui, mais l'idée a toujours germé, parce que même après ce match, on s'était prévu déjà que je finisse ma carrière avec mes coéquipiers du passé, ceux d'aujourd'hui, et voir peut-être les entraîneurs avec qui je suis aujourd'hui, je chemine, pour qu'on puisse aussi faire quelque chose de bien, parce que là, un jubilé à la Coupe du Cameroun, c'est un peu tatillon, parce que là, la gagne était tellement... La gagne de la compétition a pris le dessus sur la fête, en fait. Alors que si j'organise mon jubilé à moi tout seul, ça sera une partie de plaisir, de basketball, champagne. On le fera. On fait juste pour s'amuser. On le fera. Martial Yudom, vous étiez on va tourner la page, justement. C'était juste pour entrer comme ça. Martial Yudom, le collectif des entraîneurs
du littoral à travers l'association dont vous êtes le président. C'est donc réuni jeudi dernier ici au collège de La Salle avec autour des entraîneurs et tout ce qui avait comme passionné du basketball pour une séance de réflexion afin de relancer le basketball dans la région du littoral. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion de réflexion-là où il y avait comme observateur aussi le secrétaire général de la fédération? Oui, ce qui ressort après notre réunion de concertation à l'université de Douala. L'université de Douala, oui, c'est que il est question qu'on se remette tous en cause parce qu'en réalité, nous reprochons au bureau d'être absents, mais en même temps, nous avons notre part de responsabilité. Pour la relance de ce basket, on doit seulement essayer de voir comment mettre sur pied un comité provisoire ou bien comblé ou renforcer le bureau actuel pour continuer à jouer au basket et voir comment les joueurs, les présidents, les corps de métier vont respecter leurs différents engagements parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas seulement question de dire que tel ou tel a fauté, il est question de se regarder dans les yeux, de se dire la vérité. Et ça a déjà commencé à ces réunions de concertation. Nous profitons pour remercier le secrétaire général de la fédération, le secrétaire général de la Ligue et tous les membres qui ont accepté de bien vouloir venir prendre part à cette action qui a été lancée par l'association des entraîneurs de basket et qui aujourd'hui est partie d'un mouvement d'entraîneurs pour un mouvement collectif regroupant tous les passionnés, tous les corps de métier du basketball. Alors, il est question pour vous aujourd'hui de remettre en place un bureau qui permettra de gérer un peu sur la saison prochaine en attendant peut-être les élections si jamais il y en aura. Bon, on est encore en train de réfléchir. Encore aujourd'hui, je faisais encore les consultations parce qu'il y a certains qui demandent l'Assemblée générale. Et puis lorsqu'on réfléchit un peu pour ce bouchon, en réalité il n'y a que le ministère qui lance l'Assemblée générale élective. C'est l'Assemblée générale en réalité que certaines demandes risquent de déboucher sur remplacer le bureau. Et on a eu des assurances de notre bureau national de la fédération qui nous a fait bien comprendre que les membres que nous considérons comme des absents sont effectivement encore en poste. Personne n'a démissionné. Bon, sur ce, nous sommes obligés... Mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas actifs. Oui, ils sont pas actifs. S'il faut reconnaître qu'ils n'ont pas démissionné, mais ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas actifs, nous avons constaté. Malheureusement, ce n'est pas à nous de constater cette absence-là. D'accord. Par contre, nous, on a donc fait un rapport qu'on va, je crois, dès demain déposer au niveau de la délégation où on constate que ces membres absents, présents, ne sont pas actifs. Parce que nous, on considère qu'ils sont absents, mais par contre, nous ne savions pas qu'ils étaient encore en poste. Donc, il est question, au-delà de ce débat-là, de voir en réalité comment lancer la saison prochaine. Parce qu'en réalité, c'est au jour d'aujourd'hui qu'il faut préparer cette saison. On ne va pas attendre en octobre, en décembre, pour commencer à réfléchir sur la saison. Encore que le secrétaire général Sciences Tenantes nous a fait comprendre que nous pouvons lancer avant même les activités de la Fédération camerounaise de basketball. Parce qu'en réalité, nous, on souhaite commencer en octobre ou plus tard en décembre pour finir avant que les élèves commencent les rentrées. Oui, enfin les examens. D'accord. Les examens. Alors Camille, qu'est-ce qui est possible pour une relance du basketball dans le littoral? On entend Martial nous dire qu'une assemblée générale élective n'est pas possible. Est-ce qu'une assemblée générale extraordinaire, c'est comme ça vous appelez, n'est-elle pas possible? Qu'est-ce qui est possible finalement pour pouvoir remettre sur pied ce basketball dans la ligue? Mais écoutez, qu'est-ce qui est possible? Déjà, il faudrait premièrement que les différents membres de la Ligue, enfin, toute la Ligue régionale du littoral, que les uns et les autres évitent de se regarder en chien de faïence, qu'ils sachent que nous sommes, c'était peut-être un lapsus révélateur, je suis bien du littoral, que nous sommes tous dans le même bateau. Quand ça ne va pas, c'est pas le problème de Bouba, c'est pas le problème de Mangamba, et bien c'est le problème de nous tous. Donc on se remet ensemble pour pouvoir travailler afin de sortir la Ligue
de l'impasse dans laquelle elle se trouve, parce que le conseil est quand même fait par tout le monde de ce que ça va mal, la Ligue du littoral va mal, et même pour la fédération, si la Ligue du littoral va mal, ça veut dire que le pays a, j'ai envie de dire, un seul pilier debout, c'est-à-dire que la Ligue du Centre. Donc, il serait important que les autres ligues soient un peu plus dynamiques, et que la Ligue du Centre ait quand même des adversaires, et ce qui ferait évidemment progresser le basketball camerounais. Donc moi, à mon avis, il faudrait renforcer à l'état actuel des choses, à 1 an de la fin des différents mandats, renforcer les commissions actuelles. Moi, je l'ai dit pendant la fameuse réunion, les questions de renforcer renforcer. Elle-même n'existe pas. Donc, ce n'est même pas un renfort. Il ne s'agit pas de faire un renfort, mais d'étoffer les commissions, les différentes commissions qui peuvent tourner autour du bureau directeur. Et voilà, faire travailler les uns et les autres que nous voyons travailler par ailleurs dans d'autres types de compétitions. Donc, ces personnes-là peuvent bien évidemment aider la Ligue régionale à sortir de cette impasse-là. Et finalement, mieux. Dans vos propos, on constate l'inactivité des membres des différentes commissions. Non, c'est un constat qui n'est pas caché. Assimiler à une démission, même si elle n'est pas officielle. Mais voilà, elle n'est pas officielle. Comment allez-vous dire élection, remplacement du président? Le président, il est sur le plan réglementaire, il est encore le président. Si lui-même n'a jamais démissionné, comment allons-nous faire? Je veux dire que peut-être d'autres types de mécanismes, mais ce qu'il faudrait éviter maintenant, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est éviter que les uns et les autres se braquent. Parce que si on entend élection, eh bien, même le reste du petit bureau qui est là aujourd'hui pourrait se braquer et nous risquons de faire une année blanche. Mon temps, lui, c'est même son idée, mais moi, il faut l'éviter parce qu'on repartira de plus bas encore. On repartira de plus bas encore dans 1 an et demi. On repartira de plus bas et on repartira avec une ligue vide de sa substance. Parce que s'il faut année blanche, ça veut dire qu'il n'existe pas pour la prochaine élection. Tous n'existent pas. Et donc, ce sera une élection de Pierre et Paul qui vont se reconduire et puis on repartira dans n'importe quoi. Donc, il faut bien travailler pour l'année qui reste. Tout le monde le verra et de façon évidente, des gens vont émerger et ils seront élus dans un an. Entre-temps, Serge, vous alignez ou vous alignez pas toujours sur le fait qu'il faudra maintenir ce qu'il y a déjà en place et essayer de redynamiser autour avec des personnes sur le plan volontaire, parce qu'il faut dire que ce sera là du bénévolat pratiquement pour ces personnes-là qui malheureusement sur le papier ne sont pas reconnues. Vous accordez finalement ou bien vous restez dans l'optique de tout mettre à plat? Je reste dans ma philosophie de tout mettre à plat, mais je peux rejoindre pour une fois le secrétaire général de la fédération quand il dit qu'on doit se mettre sur la table pour discuter. Maintenant, pour discuter, il faudrait que les principales personnes qui ont été mandatés pour gérer le basketball littoral du centre aient d'abord même cette envie de discuter. Parce que chaque fois qu'on se met en table pour discuter justement, tout ce qui revient toujours, c'est le statut et c'est le quitus des élections. J'ai été élu, je reste, quel que soit lambda. Nous, dans notre collectif des entraîneurs que j'ai pris aujourd'hui, je peux dire le pas, à tout petit encore, au petit échelon. Ce qui revient de notre côté, c'est nous, on voudrait avoir une fédération qui vit. Les différents postes élections et tout le reste, pour nous, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes les hommes du terrain, nous, on veut du jeu. Mais avec ce bureau, à l'heure actuelle, le jeu, c'est plus possible. C'est plus possible parce que ça fait 4 ans qu'ils sont là, ils nous ont prouvé qu'il n'y a pas de jeu dans l'île littorale. Ce n'est pas en une année de plus qu'ils vont changer. Faire passer la main ne dit pas à tout, je sais pas, passer la main aux autres ne fait pas de vous un loser. Un loser. Vous avez fait votre temps, vous avez fait votre période, passer la main parce qu'aujourd'hui, le basketball a franchi des paliers supérieurs dont même le SG qui est ici s'est arrimé avec la fédération et la ligue majeure et les ligues one. Mais les ligues majeures, les mineurs qui ne suivent pas, ils doivent passer la main.
C'est tout ce que nous on les demande, de passer la main, que ce soit aux élections, que ce soit par un extraordinaire ou quoi que ce soit, c'est à eux de décider comment passer la main. Nous on est juste là pour que le basketball à la région du littoral retrouve son blason qu'il avait à l'époque. Aujourd'hui, un exemple simple, quand un joueur quitte la région du centre pour venir jouer ici, il est accueilli au littoral comme, je ne sais pas, LeBron James qui sort, je ne sais où, juste parce qu'il sort d'une ligue où les joueurs sont valorisés, où un championnat est reconnu, où tout est officiellement bien chronométré. Nous, il arrive ici à la région du littoral, qu'est-ce qu'on a? Absolument rien. Je vais vous donner encore un exemple palpable. Parce qu'on va sûrement vous allez revenir sur le fait qu'on a boycotté les finales. Moi, je travaillais avec les filles d'école de basketball. Le dernier match officiel des filles d'école de basketball, c'est le 11 février à Bafoussam. Imaginez-vous. Le dernier match officiel des filles d'école de basketball, c'est le 11 février à Bafoussam. Je reviens, je ne sais pas, je ne connais pas le calendrier. 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, on me dit tes filles doivent jouer une finale coupe régionale. Avec qui je ne les connais même plus, je ne suis même plus sûr qu'elles sont encore au Cameroun. Je vais jouer avec qui? Regardez-vous une programmation d'une ligue et qu'on croit sérieux. Parce que justement, dans ce manque de sérieux, ça va retomber sur la ligue, sur la fédération, bien plus tard, et on dira que l'équipe féminine du Cameroun ne fonctionne pas et n'ont pas de joueurs locaux, il n'y a rien, alors que tout bas là, on n'a pas fait notre boulot. Donc, tout simplement, qu'ils doivent passer la main. Que le secrétaire général nous excuse. Non, il a ce pouvoir de nous aider, et nous, on le supplie humblement. C'est pour ça que pour cette fois. Nous aider pour cette fois. Que cette année, juste cette année, qu'il y avait nous. Comment Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut user de son pouvoir. Pour balayer pas pour balayer une ligue, pour nous fournir juste une AG. On ne veut même pas l'AG électif. On veut juste une AG pour qu'on puisse s'asseoir. Nous tous extraordinaire, oui. Si c'est que c'est les élections qui dérangent, on le dit officiellement. Moi, je le dis, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que les autres entraîneurs pensent. On dit on veut juste une AG. Alors son problème, vous l'avez compris il y a un instant, c'est que durant toute une année, ce sera le vide complet, même quand on se retrouvera pour l'année prochaine des élections, il n'y aura pratiquement rien d'existant dans le littoral. Nous sommes partis pour 6 mois de trêve là. En 6 mois, tout peut être organisé. Vu qu'on a terminé une saison qu'on ne savait pas quand elle a commencé, quand elle finit, c'est pas maintenant qu'on saura quand est-ce qu'elle va recommencer. Je peux ajouter quelque chose dans 30 secondes. L'article 105, la partie G des ligues. Le président de la Fédé a fait le statut permet au président de la Fédé de convoquer une AG extraordinaire. Donc, le président de la Ligue peut convoquer, le président de la Fédé peut convoquer ou les 2 tiers des membres du bureau. Donc si la fédération veut vraiment suivre notre voie aujourd'hui, le président peut décider de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour qu'ensemble on voie effectivement comment rendre officiel le statut de ce que nous voulons faire. Alors Camille, là tout de suite à travers cet article 35, il paraît que la fédération a le pouvoir de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Bon, on a écouté vos craintes là maintenant à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire, mais là c'est élective, voilà. Et là c'est ce qu'ils veulent. Pouvez-vous le leur donner ou pas? Mais écoutez, je ne suis pas le président de la fédération. Moi, je vous ai donné mon avis en tant que moi. C'était pas l'avis de la fédération. Oui, bien sûr. La fédération que vous représentez, je vous ai mis mes craintes, qui sont celles que les gens se braquent. Tout à fait. Et ce serait contre-productif. Je reste convaincu que les gens peuvent s'asseoir, discuter et faire avancer cette ligue. Je reste convaincu au-delà d'une élection. Les élections, vraiment, c'est quand ça commence à s'échauffer, après les positions se braquent. Et actuellement, il y a encore un pseudo-bureau, même si c'est 2 personnes. C'est 2 personnes officielles qui peuvent encore écrire pour arrêter une activité. Donc, il vaut mieux ne pas les ébranler maintenant en parlant d'élection. Il vaut mieux travailler autour de ces personnes-là. Je pense que c'est possible.
Si tant il est qu'elles sont de bonne foi, le secrétaire général était à la fameuse réunion, il n'était pas obligé d'y être, mais il est venu parce que en offre aussi, ça se discute, les uns et les autres discutent et pensent qu'il faut donner une chance à la Ligue du Littoral. D'accord. Alors, vous risquerez subir une pression, hein, si jamais tout se braque là maintenant. Je crois que, hein, Guillaume, la fédération devra-t-elle céder ou pas? Moi, je pense que c'est pas une question de céder ou pas céder. Je pense que puisque la demande est là. Si j'ai bien compris l'esprit de la demande, l'Assemblée générale doit, on doit la provoquer parce que les entraîneurs veulent un cadre officiel de discussion. Sinon, ils peuvent très bien se réunir comme ils se sont réunis là, décider des choses. Mais ces choses-là ne seront pas implémentées parce qu'elles auront été faites en dehors du cadre officiel. Je pense que c'est ça le problème. Je rejoins le secrétaire général dans ce sens que l'Assemblée élective, on ne peut pas la décréter là. C'est pas ça. Donc, l'autre problème, la crainte que j'ai, qui rejoint un peu celle du secrétaire général, c'est que beaucoup de gens, ils nous embêtent, ils ne servent à rien, qu'ils partent. C'est un peu l'esprit. On veut l'enlever. D'autres disent oui, mais ça devient une histoire. Bon, mais est-ce que c'est lui le problème? C'est une histoire de personnes. Mais c'est une histoire de personnes. Ils ne sont pas là. Ces personnes ne sont pas là. Leur absence bloque. Oui, mais moi je me souviens, on était sur ce plateau avec Yves Lionel Ngounou au début de la saison de l'année dernière. On a proposé, je crois le SG était là, on a proposé au SG de lui donner des gens qui font dans les activités annexes, qui peuvent l'aider. Il n'a jamais voulu. C'était sur ce plateau. Il n'a jamais voulu. Donc, il se complaît à faire les choses seul et après se plaindre que mais je suis tout seul, il n'y a rien, il n'y a personne qui m'aide. Mais c'est parce que tu veux être tout seul. Pourquoi au Cameroun, on ne démissionne pas? Au Cameroun, pourquoi on ne démissionne pas? Expliquez-moi un peu. Il faut demander au Cameroun. Tu bloques tout un mécanisme parce que les commissions que l'association des basketteurs veut refaire vivre aujourd'hui, ces commissions existent. Il y a des noms des gens qui sont dessus. Ces gens sont protégés par les règlements. Vous ne pouvez pas arriver, vous les balayez, vous dites au secrétaire général, bon Mangamba, je ne le veux plus, je veux Martial, et il signe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un cadre officiel, il faut respecter des règles. Et je pense que le secrétaire général de la Ligue maîtrise suffisamment les règles pour rigoler quand il entend les gens aboyer à gauche, à droite. Lui, il est tranquille dans son coin parce qu'il sait qu'il est dans la loi. La loi le protège, tout simplement. Bon, mais moi, je voulais ajouter que, en réalité, statutairement, il est question que chaque année, il y a une AG ordinaire. Donc, nous ne sommes pas en train de demander quelque chose. Ce n'est pas comme si on demande quelque chose qui n'existait pas. Chaque année, en fin de saison, dans le statut de la Fédération camerounaise de basketball, il doit y avoir une AG ordinaire. C'est donc quoi les moyens de recours s'il n'y en a pas? Oui. Parce que moi je voulais racheter de ce côté. Et ce bilan-là peut constater donc ce que le SG disait tout à l'heure. L'AG que nous demandons, on n'a jamais dit qu'on veut une AG élective. Jamais. On veut une AG. Bon, on ne veut pas l'AG, on veut s'asseoir sur une table officiellement avec tout le monde et poser les bases pour que l'année prochaine on puisse jouer dans des conditions meilleures. Mais si ça va être dans la salle que la condition sine qua non pour qu'on puisse jouer l'année prochaine dans de bonnes conditions, c'est soit d'étoffer le bureau, soit de remplacer certaines personnes, soit même de reconduire toujours ce même bureau, soit de les enlever. Ce n'est pas à nous, les entraîneurs, d'en décider. Nous serons tous sur un même plateau. Ce n'est pas... nous ne sommes pas à la chasse à la sorcière. Nous ne sommes pas là. On a un seul but et le SG même de la Ligue, il a dit qu'il veut autant que nous que la Ligue fonctionne bien. Oui. Mais pourquoi refuser une AG pour s'asseoir, pour faire fonctionner cette Ligue dans de bonnes conditions? D'accord. Parce que le comité qu'on veut créer là, on va créer le comité où? Dans les réunions organisées au quartier par les entraîneurs? C'est pas possible. D'accord. Je crois que la prochaine réunion est donc programmée pour samedi. Mais nous sommes déjà en train de vouloir la décaler parce que nous tenons à ce que le SG national soit là. Il nous a fait part de son calendrier le samedi qui est chargé. Donc, les consultations seront faites demain pour qu'on décale cette date pour que le SG y soit. D'accord. Alors, d'ici demain, donc, une communication sera faite là-dessus.
et on saura donc à quand la prochaine réunion. Alors, nous avons déjà en ligne Monsieur Will Mbiakob, qui est Senior Director de NBA Africa. Avec lui, donc, on parlera du Junior NBA qui a démarré aujourd'hui au Cameroun. Et juste derrière lui, on aura François Nyekeke, point focal de ce Junior NBA ici au Cameroun, qui nous fera donc le point de tout ce qu'il y a eu comme activité à Yaoundé durant même toute la semaine jusqu'à samedi prochain. Will Mbiakob, bonsoir et bienvenue sur Temps Mort. Bonsoir, merci de m'accueillir aujourd'hui. Voilà, vous êtes en Afrique du Sud, à Johannesburg, si je ne me trompe à l'instant. Oui, c'est ça, je suis bien à Johannesburg, en Afrique du Sud, là où est notre siège social de NBA Africa. Alors, comment est-ce que vous avez passé la journée? C'est important pour nous de poser la question, hein, en vous ayant aussi tard. Écoute, c'était une journée remplie, on a beaucoup d'actualités actuellement dans la NBA. Comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont lancées, beaucoup de programmes qui sont lancés sur le continent. Et puis on a BL qui arrive dans quelques mois, le premier championnat professionnel panafricain de basket. Tout à fait. On parlera donc de ce basketball, de cette Basketball Africa League. Mais avant, parlons du Junior NBA qui est un peu l'actualité en ce moment au Cameroun. La question, c'est quel est le bilan que vous pouvez faire sur les 3 dernières éditions quand la 4e vient de démarrer? Écoutez, c'est un bilan très positif. Hein. Ça fait, comme vous l'avez dit, ça fait 4 ans que Junior NBA est au Cameroun. On a commencé humblement, je dirais, sur le Cameroun avec Yaoundé au départ. Et on était uniquement sur les garçons. Aujourd'hui, Junior NBA, c'est un programme qui touche les 10 régions du Cameroun et qui intègre aussi bien les garçons que les filles. Donc c'est un bilan très positif. On continue de grandir et on est assez satisfait à ce jour du programme. D'accord. Alors, quels sont les objectifs à court et à long terme de ce Junior NBA au Cameroun? Bon, vous savez, l'objectif, c'est avant tout la pratique du basket, c'est de démocratiser la pratique du basket et puis de continuer à développer des plateformes de jeu pour les garçons et les filles du Cameroun. Donc avoir des championnats qui sont des championnats solides où les jeunes peuvent venir pratiquer le sport qu'ils aiment tant dans un environnement sain. Et aussi, il y a une grosse partie éducative finalement qu'on essaie de valoriser à travers les valeurs du sport au départ, et puis après on essaie de mobiliser les associations locales qui font des choses très positives. Je pense notamment à l'association Licalé de Henri-Christian Bellet, et avec eux par exemple on va organiser des séminaires éducatifs qui vont traiter de sujets d'actualité pour la jeunesse camerounaise, que ce soit la prévention de drogue, la santé, l'éducation, etc. etc. D'accord. Donc, on espère vous avoir déjà samedi pour les finales, parlant de cette Junior NBA. On connaît votre programme très chargé. Ouais, j'espère. Là, le programme, il n'est pas encore défini. J'aimerais beaucoup revenir au Cameroun, mais c'est pas encore 100%. D'accord. Alors, parlons de ce Basketball Africa League, ce programme, c'est notre programme donc qui est lancé finalement pour l'Afrique, qui démarre en mars 2020. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce BL? Bon, BL, c'est extraordinaire pour le continent parce que finalement, c'est la première fois qu'un championnat panafricain professionnel sera lancé par la NBA en collaboration, bien entendu, avec la FIBA. Donc, finalement, les 2 grosses institutions du basket mondial s'accordent à mettre les moyens en place pour faire en sorte que une mini-NBA, si vous voulez, africaine, voit le jour avec 12 équipes qui vont représenter 12 pays africains. Et je suis sûr que cette plateforme, ça va être une plateforme extraordinaire. On va voir le talent africain au plus beau jour. Ça va être diffusé, bien entendu, sur les écrans de télévision dans les 4 coins du continent. Et je suis absolument enthousiaste à l'idée du lancement de BL. Alors, quel était vraiment l'objectif de lancer ce tournoi-là sur le continent? Bon, je pense que déjà, la première chose, c'est que c'est nécessaire de le faire. En Europe, vous avez le EuroLeague, tous les continents ont leur grand championnat
continentale. Il était nécessaire que l'Afrique en ait un. L'Afrique méritait un championnat type BL. Donc, premièrement, on répond à un besoin. La deuxième chose, finalement, c'est aussi que la jeunesse africaine rêvait toujours de partir aux États-Unis ou en Europe pour jouer dans les championnats professionnels. Et finalement, il n'y avait jamais d'opportunité sur le continent lui-même. Donc aujourd'hui, avec BL, on espère pouvoir leur proposer une opportunité locale de se dire que pourquoi ne pas jouer dans le club de mon pays pour pouvoir briller et vivre de ma passion, à savoir le basketball. Voilà. Alors, oui, justement, j'essayais de me rassurer autour de mes panélistes sur ce plateau. Et on n'a pas eu de NBA Africa Games cette année. Pourquoi? On n'a pas eu de NBA Africa Game, bon, pour plusieurs raisons, mais on a eu autre chose. On a eu Basketball Without Borders qui s'est passé un peu plus tôt ce mois-ci au Sénégal, à Dakar, à Saly. C'est ça exactement, on était sur plusieurs villes. On était à Dakar et à Saly, là où il y a la NBA Academy. On avait également le NBA Africa Innovation Summit, qui était une conférence extraordinaire cette année avec beaucoup de personnalités, notamment Luc Bahamouté. Luc a participé, on avait le Woldeng également, on avait des artistes type Jidena, etc., etc. Donc on avait pas mal d'activités cet été pour suppléer au Africa Game. D'accord, donc l'année prochaine on aura un Africa Game, NBA Africa Game. Pour le plaisir de nos yeux. Je l'espère. Je l'espère. D'accord. Justement, vous parliez de Luc Bahamouté, vous parliez à l'instant de Joel Embiid. Et je vais ajouter à ça Pascal Siakam aujourd'hui qui rend le Cameroun fier et l'Afrique en général. On vient encore d'avoir donc Pascal Siakam sacré. On se souvient encore de ces playoffs où on avait en face à face donc Pascal Siakam et Joel Embiid qui sont un peu issus de ces programmes mis en place par NBA Africa. Est-ce que vous êtes fiers de les voir aujourd'hui? Absolument, à titre personnel, on est fiers. À titre personnel, en tant que Camerounais, on ne peut qu'être fiers d'eux. En tant qu'Africains, on est d'autant plus fiers. C'est deux anciens du programme Basketball Without Borders, celui dont on vient tout juste de parler ensemble. Donc, c'est trois, pardon, même, puisque Luc également a participé au Basketball Without Borders. Donc, c'est trois anciens pensionnaires de Basketball Without Borders qui ont réussi au plus haut niveau. La réussite de Joel et puis de Pascal cette année, c'était assez extraordinaire à voir parce que sur toutes les plateformes aux États-Unis et puis partout dans le monde, à un moment, le focus était vraiment Cameroun. Je me rappelle encore de cette série qui opposait Philadelphie à Toronto, où à un moment on disait que c'était finalement Douala contre Yaoundé. donc c'était vraiment c'était assez cocasse quoi, de voir que ESPN, l'un des plus gros réseaux de médias sportifs au monde, qui fait cet aparté et ces parallèles entre Pascal Siakam qui représente Douala et puis Joel Embiid qui représente Yaoundé. C'était vraiment très très fort pour nous tous. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui arrive également très très fort, c'est Marouf, un autre jeune qui vient du Cameroun, qui survole aujourd'hui sa catégorie. On l'a encore vu récemment donc sur la rencontre Africa contre l'Europe et le Middle East. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune-là finalement? Bon, Marouf, c'est une superbe histoire en fait. Marouf, c'est un jeune des Junior NBA, pareil, Junior NBA qui, on l'a découvert, je crois, il y a 2 ans. Il a été très bon sur les compétitions du Junior NBA. Ensuite, on lui a offert l'opportunité de venir rejoindre la NBA Academy au Sénégal. Et il a également briller là-bas. L'année dernière, il a fait la première fois, il a participé pour la première fois au championnat du monde junior NBA aux États-Unis à Orlando. Et puis il a été très très bon et il y a eu cette rencontre extraordinaire avec Dwayne Wade. Oui. Et ils ont tout juste cliqué en fait. Dwayne Wade a adoré le jeune Marouf, il a aimé la manière dont il jouait, et puis au-delà du talent, c'est surtout son engagement et sa passion du jeu. C'est un enfant qui ne trichait pas sur le terrain. Donc il y a eu cette amitié qui s'est créée naturellement
entre les deux. Et puis cette année, il est retourné. Pour la deuxième année, il est retourné à Orlando pour le championnat du monde. Et puis ils ont fait une super performance. Donc c'est vraiment une magnifique histoire finalement. C'est vraiment très très inspirant pour nous tous. D'accord. Allez, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir, Will Biakop. Votre programme de l'année, c'est quoi? On s'attend à quoi finalement? À part le BAL, on sait qu'à Johannesburg, il y aura du Junior NBA, je crois, en octobre, si je ne me trompe, chez vous là-bas. Oui, absolument. Déjà, merci de m'avoir reçu ce soir. Ça fait toujours plaisir d'être sur les plateformes médias au Cameroun. L'année, elle est extraordinaire. L'année qui arrive, on a beaucoup d'actualités. Au niveau du NBA, on va continuer à grandir les NBA et essayer d'atteindre une présence sur 20-25 pays sur le continent. Donc, aller sur des nouveaux territoires comme le Soudan, par exemple. Et donc continuer à grandir une NBA. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons la Basketball Africa League qui va commencer au mois de mars. Et puis avant tout, c'est le jeu. C'est-à-dire que le 22 octobre, au soir, il y a quand même le lancement de la saison avec Toronto qui va jouer contre New Orleans et on va voir le sacre du premier Camerounais de l'histoire à être champion NBA, Pascal Siakam. Donc ça va être assez magnifique. Et puis ensuite, on va enchaîner avec le derby du Far West, comme on dit dans le basket moderne, avec les Clippers qui vont s'opposer aux Lakers de LeBron James. Donc Kawhi Leonard et Paul George qui vont s'opposer à Anthony Davis et LeBron James. Donc vraiment, on va avoir un basket extraordinaire cette année dans la NBA et un championnat qui est complètement ouvert parce que franchement, je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut anticiper et qui peut dire qui va être champion NBA 2020. Tout à fait. Merci Will et bonsoir. Merci, à bientôt, au revoir. Voilà. Camille, on sait que la Fédération camerounaise de basketball est donc aussi partie prenante de ce Junior NBA, un peu à la tutelle de tout ça. La 4e édition a donc commencé aujourd'hui. Ben oui, disons que c'est une initiative salutaire pour nous parce que nous n'avons toujours pas réussi à réunir des moyens pour rassembler le nombre de jeunes que le Junior NBA réussit à rassembler en un laps de temps. Donc pour nous c'est tout bénef et c'est une initiative à accompagner. D'accord. C'est donc 24 équipes. On parlait de conférences à l'instant. Et c'est un peu sur le modèle de conférence également du côté de Yaoundé, conférence Ouest et conférence Est. On a eu une première journée ce jour de lundi. On a donc François Enyege qui va revenir justement sur celle-là. Donc, bonsoir Christian. Junior NBA 4e édition, c'est bel et bien parti depuis hier avec les qualifications des équipes de Yaoundé, d'une part, et toutes les délégations venant des différentes régions ont rallié Yaoundé depuis hier et prise en charge. La compétition cette année a ceci de particulier, c'est 2 poules. Les équipes de Yaoundé, 10 au total, vont s'affronter entre elles. Les autres équipes venant des différentes régions, plus Balmayo, 10 autres équipes s'affronteront également entre elles. Et à la fin, les 2 équipes championnes de chaque poule s'affronteront pour la grande finale samedi le 24 au Palais Polyvalent de Sport, que nous espérons être plein. Nous appelons de ce fait le public de Douala, de Yaoundé, de Konsamba, de Dia, bref, de toutes les divers horizons, de venir encourager cette jeunesse. Autre innovation, nous avons une sous-commission chargée de sélection, constituée du directeur technique national, de M. Maliki, de Henri Goukoni, bref, que de sommité avec le coach Babi, Papa Onjou, pour essayer de nous sortir une shortlist de 20 athlètes par catégorie filles et garçons que la fédération pourra certainement suivre pour que le basketball jeune reparte vraiment à la base.
Vous savez, à un certain moment, on nous a taxé de tout ce qui était faux. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité, après 4 éditions quand même, d'offrir quelque chose de constructif pour cette jeunesse. De la qualité, il y en a, de l'envie également, de la rage, parce que les encadreurs veulent gagner, les athlètes également, et c'est toujours important d'avoir ce brassage-là pendant une semaine de compétition. Autour de cette compétition, nous aurons des visites touristiques de certains sites à Yaoundé, à savoir l'université de Yaoundé 1, le monument de la réunification, le monument du soldat inconnu, le musée national, bref. Et nous aurons également des thèmes de l'or qui liés au patriotisme, à la solidarité, à la notion des valeurs essentielles de notre vie, du vivre ensemble, du sens de partage et la notion surtout de la réussite sur le territoire national, parce que c'est possible. Il faudra enseigner cela à ces enfants. Nous avons les partenaires que vous connaissez tous, la Fondation MBIT qui nous accompagne. D'ailleurs, nous avons eu la visite de Papa MBIT ce matin au lancement. Nous avons la Fondation Lumba Moté, nous avons également toute l'équipe de Pascal Siakam, l'équipe de Nonem. Tout cela est coordonné par la Fédération camerounaise de basket. Maintenant, le partenaire majeur reste l'ambassade des États-Unis. C'est grâce à cette ambassade que nous réalisons tout cela et nous espérons que samedi, nous aurons un palais de sport plein à craquer et que tout le monde sera satisfait de la prestation de ces jeunes. Parce que c'est possible de réussir au pays, c'est possible de faire renaître l'envie, le sport à cette jeunesse qui croit vraiment à la solidarité et au vivre ensemble camerounais. Merci. Voilà. De vivre ensemble, finalement, c'est un slogan qui est partagé de tous. Passe partout. Alors, Junior NBA, un collectif quand même avec des gamins qui se retrouvent pour une semaine. C'est vrai, c'est encore Yaoundé, mais il y a la participation de beaucoup de délégations venues de tout le pays. Un peu un programme comme celui que vous avez parfois ici à Douala, le BTC. C'est à saluer ça. Oui, forcément, on ne peut pas, surtout qu'ils ont eu déjà de bons résultats. On parlait du jeune Marouf. Moi, je l'ai découvert effectivement à Yaoundé lors de son premier passage au Junior NBA. J'avais fait le déplacement à Yaoundé, j'avais discuté un peu avec lui. Effectivement, c'était un gamin qui montrait beaucoup de talent, comme dans les images qu'on a diffusées tout à l'heure. Je faisais signe au SG par rapport à une jeune fille qui, j'en suis sûr, suivra le même chemin, parce que je suis certain qu'elle ne pourra pas passer entre les mailles du Junior NBA. Elle est vraiment talentueuse. Il y en a 2-3 comme ça que j'ai repérés dans les différents rangs que nous faisons ici, maintenant que nous mixons avec les filles qui viennent un peu plus partout. Mais le Junior NBA, c'est vraiment quelque chose à encourager. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça va durer une semaine. Mais il faut qu'on... l'organisation. L'organisation. Mais il faut qu'on fasse tout pour que ça dure le plus longtemps possible. Parce que ça va bénéficier vraiment au Cameroun. Et il faudrait que ça continue de rester... Je ne veux attaquer personne, mais que ça continue de rester sincère et honnête. Il ne faudrait pas que... C'est l'elle dont vous parlez, Non, c'est pas celle-là. Ah, il y a une autre. Il faut pas qu'à un moment donné, ça commence à devenir une histoire de mon fils, mon neveu, mon truc. Il faut que ça reste vraiment les meilleurs. Parce que je connais notre pays. Exact. Pour le moment, on a des résultats parce qu'on fait les choses bien. Il faut qu'on continue comme ça. D'accord. C'est à saluer, Serge. Oui, c'est à saluer, mais comme moi, j'ai toujours dit, je reviens toujours sur ma région d'origine. Vous avez suivi le coach Enyege qui dit, sur 24 équipes, Yaoundé se taille la part de Lyon. 10 équipes, une seule région. Ça veut dire que toute notre région, notre chère région du littoral, est rassemblée avec le Grand Nord, l'Est, le Sud. Je ne suis même pas sûr que toute notre région a 3 équipes là-bas. Vous voyez le différentiel. Yaoundé 10 équipes, Douala 3. Vous voyez vraiment que quand on revient encore avec notre président, dit que ce n'est pas logique.
Ce n'est pas logique. On doit se battre à renverser cette tendance. Est-ce que la question de la logistique ne s'est pas un peu posée? C'est-à-dire la prise en charge des gamins et tout ça. Le JNBA, c'est à Yaoundé. Voilà, ils ont cette avantage-là d'être sur place. Voilà. Et il y a 9 régions qui se déplacent, plus Mbalmayo, ceux qui font dans une conférence à part, et 10 équipes de Yaoundé dans l'autre conférence, pour que, au moins, en fin de compte, nous puissions avoir. En fait, c'est un peu l'autocritique du dernier du NBA, parce que c'est 2 équipes de Yaoundé qui étaient en finale, et on a dû dire que les autres, les étrangers soient dans une conférence et que tous les Yaoundé soient comme ça, au moins on aura un Yaoundé contre un de l'extérieur. Oui, moi je suis d'accord, ça va sur le principe. Mais si la région électorale a 22 maroufs, vous convenez avec moi que Yaoundé va ramasser les 22 maroufs. Si aujourd'hui Yaoundé se taxe pas de Lyon, je ne dis pas par rapport à l'organisation, par rapport aux moyens, c'est logique, mais par rapport aussi à la qualité humaine, reconnaissons-le que sur les 10 équipes de Yaoundé là, ils n'ont pas fait des équipes entre guillemets, c'est des équipes avec des jeunes qui ont du talent. Tout à fait. Même à notre région littorale, il y a des jeunes qui ont du talent, mais s'ils ne sont pas encadrés, ils ne seront jamais détectés, ils n'auront jamais la chance de participer à de telles compétitions qui va les permettre demain ou après-demain d'être meilleurs que ceux de Yaoundé. Parce que quand vous voyez ces jeunes de Yaoundé, aujourd'hui ils sont au Junior NBA, demain ils seront au Giants Africa, après ils vont jouer le camp Siakam, le lendemain quand ils vont venir pour la Coupe du Cameroun, Douala ne va pas exister. Mais nos jeunes, pendant que le Junior NBA se joue, ils sont en vacances. Vous croyez que dans 2 ans, ils vont battre ces jeunes qui sont Junior NBA? Impossible. Impossible. Ouais. C'est la logique sportive. Impossible. Bon, oui, moi je vais commencer par féliciter et Niégué, les organisateurs de Junior NBA, parce que il y a des améliorations. La première édition était seulement les gens de Yaoundé. Même comme sur ce plateau, il nous avait été promis que le Junior NBA irait dans d'autres régions. Et je pense que c'est là le problème. Maintenant, il y a aussi à féliciter parce que les dates ont été décalées. Et les autres éditions, c'était en pleine rentrée scolaire. Ça ne permettait pas aux autres enfants de se déplacer. Ils ont tenu compte de ça. C'est aussi à féliciter. Mais nous restons toujours à demander que ce soit un peu équilibré, parce qu'en réalité, les autres régions, je dirais même pas Douala ni Yaoundé, mais les autres régions, l'Ouest, pourquoi pas le Nord, ont beaucoup plus besoin de cet événement que les autres. Et lorsque vous prenez 100, si on prend la base de 10 joueurs par équipe, ça fait 110 joueurs. Déjà que Mbalmayo devient une ville. Pourtant, Mbalmayo est dans le centre. Mbalmayo fait partie des 10 équipes du centre. Donc on a à peu près 110 jeunes pour 10 jeunes dans chaque région. Des cas énormes. Des cas vraiment énormes. Ok. Alors, messieurs, on va donc sortir de ce sujet pour ouvrir celui du DKC brièvement. Donc, la deuxième journée s'est jouée hier, ici même à Douala. Et bien sûr, on a vu sur le terrain les différents quartiers tout au long de la journée. Voilà. Rivalité. Bonamou Sadi. Les plus beaux maillots du DKC. Oui, bien sûr, c'est très propre. Les plus beaux maillots du DKC. Quand on voit ce qu'on est en train de regarder en image, donc à l'instant, bien sûr, une deuxième journée quand même assez relevée avec beaucoup de victoires et beaucoup de challenges. Aussi, on vous voit là, monsieur Elamé, sur le banc de touche d'une de ces équipes. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va rester sur ces images. Je n'étais pas stressé du tout. Ah ouais? Non. Il a gagné au moins. C'était un match normal. C'était un match facile. C'était pas facile. Aucun match n'est facile au DKC. Les gens qui pensent qu'il y a des matchs faciles, ils finissent par les perdre. Il faut prendre tous les matchs au sérieux, surtout quand on s'appelle Bonam Sadi. Parce que j'ai l'impression que tout le monde joue le match de sa vie contre Bonam Sadi. Oui. Parce que même les équipes dites faibles font des matchs extraordinaires. L'objectif, c'est de ramener tout ce beau monde à la Ligue. Comment vous pouvez me dire que quand on fait un match du DKC, il n'y a pas de place? Si c'était plein, on voyait. Et c'est pas les joueurs, c'est pas les équipes qui ne jouent pas, ce sont les spectateurs.
Mais quand la Ligue joue, ces gens autour, c'est les équipes qui jouent après. D'accord. C'est normal. C'est donc pourquoi les réunions de réflexion comme celle-ci arrivent. Alors, on va regarder les résultats de cette deuxième journée avec l'aide de la réalisation. Donc, oui, bien sûr, une rencontre assez fade quand même. On a eu un minimum de 36 points. Vous voyez à l'instant, donc une rencontre assez fade quand même. 39 à 43, donc voilà. Alors on a le programme, voilà. On a à l'instant même la deuxième journée. Les résultats sont là. Koto qui se porte plutôt bien. L'Ogbessou aussi, hein, qui a battu Tessik. Quand même, c'était assez costaud. C'était la surprise par rapport à l'année passée. Il faut quand même rappeler que Bonhomme Sadia 2 matchs de victoire. Voilà. En passant. Voilà, le résultat est là. La prochaine journée, ce sera le week-end prochain, ici même à Douala. Alors, messieurs, on va ouvrir la porte consacrée à l'afro-basket pour les 30 dernières minutes qui nous restent dans cette émission. Le Nigeria est donc victorieux de cette autre édition de l'afro-basket face au Sénégal. Ça a été très, très relevé hier, carrément, mais le Nigeria a fini par l'emporter. Je vous propose de regarder un extrait de cette finale Nigeria-Sénégal. C'était incroyable, ça. Buries the three-pointer. She definitely has a good body for this, doesn't she? She's tall, long. Now she's going to launch a three. And she's going to hit it. Goodness me, Senegal have taken the lead. Mukamara going to work on Pia. Great defense from Senegal here. Now watch the reach, and Mukamara goes in and scores with the left hand. See, catches it, spins, puts it up and in, and draws the foul. Entry pass, Sark takes it away. Senegal's on the run, they've got numbers. 4-1, Traore pulls up, and he is fouled. Into Traore, and good defense, turning it over. Here comes the Mukamara. He drives in, and is fouled. Puts it up from three. He went for the rebound. Mukamara has it. Nigeria are going to celebrate for the second consecutive time. See the women's Afro-basket glory here in Dakar, denying the host a precious title, a once-in-a-lifetime opportunity for these athletes. Vous allez voir, elle sera là-bas. Oh oui, bon, ça c'est la continuité de ceci. C'est sa dernière canne, si tu veux. Astou Traoré. Astou Traoré. Oui, c'est sa dernière canne, quand même, 38 ans. Elle a même dit avant la compétition. C'est incroyable ça, à cet âge-là. Oui, oui. Mais en fait, quand on s'est bien préparé durant les années dont le calendrier, on disait qu'on était jeune, on peut jouer longtemps. Tout réside dans le travail et l'hygiène de vie qu'on s'inculque, surtout. Un Dakar Arena plein à craquer hier, monsieur. 15 000 spectateurs pour une finale d'âme. Mais les autres matchs étaient vides, il faut se le noter. Oh oui. Le stade n'était plein que pour les matchs du Sénégal. Mais c'est dommage. C'est partout pareil. Bon, non, c'est pas moi je dirais que c'est au Cameroun, ici, là, il y avait du monde quand le Cameroun. Oui, alors, on a quand même un terrain qui est à 50 km du centre-ville. C'est ça que j'allais dire. Voilà, oui, c'est assez loin. C'est loin pour tout le monde de 40 km de Dakar. Voilà. C'est très loin de Dakar. Il y en a pour une demi-heure de route. Voilà. La sortie de la ville complètement. Complètement, donc c'est assez long quand même pour pouvoir avoir tout le monde, vous pouvez comprendre. Mais la finale donc a répondu carrément à toutes les attentes. D'ailleurs, les dernières vidéos qu'on a d'ailleurs eues sur la toile que notre consoeur Joël Bokmis nous a postées, il y avait du monde encore à l'extérieur. Donc comme quoi, on avait pratiquement 20 000 personnes. Fan zone. Oui, bien sûr. Alors, le coach
Cheikh Sarr, qui est passé par cette émission il n'y a pas longtemps quand il venait pour les cliniques des coachs ici. Malheureusement, s'est incliné dans ce Dakar Arena là, qui vivait là sa première compétition, lui qui avait été offert donc par le président Macky Sall après que les Sénégalaises soient championnes d'Afrique. Je crois que c'était ici en 2015. Donc il s'exprime en conférence de presse après cette finale. On est juste désolé pour tout le soutien du peuple sénégalais et le soutien du public. On voulait vraiment le faire, mais je pense qu'on a eu des limites au niveau des rebonds, des limites parce qu'on a perdu beaucoup de ballons. 26 pertes de balles, c'est beaucoup. Mais le Nigeria mérite largement de gagner ce tournoi parce que on les a donné 13 rebonds offensifs gratuitement. Et dans le money time, on a perdu des ballons et on n'a pas su provoquer des fautes. Voilà, donc c'est dommage. Mais nous tenons à vraiment remercier tout le peuple sénégalais, tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs qui nous ont soutenus jusqu'au bout, qui ont cru à ça. Il y a un moment où c'était très difficile, où on revenait, on était à égalité et on pouvait le faire. Mais on manquait de lucidité et de sérénité. Et ça, on l'a payé cash. Ça fait quoi? Ça fait très mal. Parce que quand même, c'est 2 ans. On a eu le temps de voir tout ça. On a eu le temps de se préparer, de revoir, d'ajouter quand même un plus-value à cette équipe. Mais je pense que le Nigeria ne dormait pas non plus. Hein. Ils ont ajouté des choses capables de s'opposer à n'importe quelle équipe du monde. Vous rappelez-vous qu'à la Coupe du Monde, ils ont été très costauds, même nous aussi. Et je pense qu'on a failli en termes de sérénité, en termes de lucidité, dans le money time. Et c'est le money time qui gagne les matchs. On a perdu 26 rebonds et le plus important, on les a perdus dans les 2 dernières minutes. Quoi. Voilà. Et ça fait très mal. Eh oui, beaucoup de courage donc à cette équipe sénégalaise, en rappelant donc qu'il y a eu des distinctions individuelles donc à la fin de ce tournoi là. On va le voir en filet avec l'aide de la réalisation. On sait tous que le 5 majeur constitué de Touti Gandega du Mali, de Ezine Kalou du Nigeria, Astou Traoré du Sénégal, Evelyne Akator du Nigeria et Leila Dongé du Mozambique carrément. Et la MVP du tournoi était bien évidemment Ezine Kalou du Nigeria, la meilleure marqueuse de ce tournoi, donc Soraya Degedi, égyptienne. Et l'équipe fair play de ce tournoi, c'est donc l'Égypte. Le classement général donc du tournoi est à la tête, l'Égypte champion d'Afrique, le Sénégal en 2e et le Mali en 3e position. Les 3 derniers au bas du tableau sur les 12 est donc constitué du Cameroun qui est donc 10e, du Kenya 11e et de la Tunisie qui est 12e de ce tournoi afro-basket. Alors monsieur, je vous propose, avant d'ouvrir donc la page consacrée au Cameroun, de regarder cette rencontre. Attention, score fleuve, 67 points d'écart pratiquement entre le Nigeria et le Cameroun. On était déjà sur ce plateau, Martial Udom, après la rencontre contre la Tunisie, et on évoquait cette rencontre fatidique carrément contre le Nigeria. Regardez. Kalou thinks about it. And she thinks a little more and drives and scores. And she'll go to the line. Nigeria getting her out of the game. And now a turnover, and it leads to another Kalou layup. So full court pressure. Anticipating the ball well, running through passing lanes and ultimately stealing the ball. Wow, rare three-pointer from Mukoku. I think the message about the trap got through. Yeah. Oh, she almost threw it in the basket. Oh, look at that. Elonu just snares the ball. Cameroon's number 15, Ebogo. Akator is going to put it up from deep, and she hits the three-pointer. Has it with Beckway.
And Ilona just says, let me just pick up where we left off, keeping the pressure on, because they've got to learn how to cope with this if they're going to have any chance, really, of getting to the podium. Here's Bekwe. Here comes Nigeria again. Muhammad spins, turns, and scores! They're very upset. They might get a backlash from Cameroon. But anyway, tonight it's 106-39. That is the final score. Complete and utter devastation for Cameroon. Complete domination for the Tigers. 106-39 de l'histoire du basketball camerounais. On n'a pas eu un tel écart, 67 points pratiquement. Comment vous êtes senti ce soir-là, vous, en tant que secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball? Ben écoutez, je me suis senti mal comme tout Camerounais après une défaite. Que ce soit 70 points ou 2 points d'écart, le sentiment est le même. Le sentiment est le même. Maintenant, je pense que cet écart-là a quand même démontré qu'il y avait un problème dans l'équipe parce que... Lesquels d'après vous? Ben, je sais pas, on va dire que c'était encore il y a 5 ou 6 jours, donc on n'a pas encore recoupé toutes les informations, mais c'est impossible de jouer tel que le Cameroun l'a joué. Maintenant, je pense aussi qu'en premier temps, nous avons voulu rivaliser avec le Nigeria. On se rend compte quand même à la mi-temps qu'on ne peut pas. Dans ma tête, elles sont passées. Enfin, le staff a dû passer à autre chose pour pouvoir préparer le match du lendemain parce que lui, il était important. Le Nigeria, on savait que le Nigeria, on ne pouvait pas battre le Nigeria. Ça, au moins, je pense que de la vie de tous les observateurs, on sait que le Nigeria va nous battre. Mais bon, mais 70 points d'écart, c'est quand même c'est inimaginable. Maintenant, je disais que dans ma tête, je pensais qu'en deuxième mi-temps, on avait laissé pour préparer le match du lendemain parce que lui, c'était 8e de finale, c'était un match qui comptait. Mais sauf que même le lendemain, ça n'a pas véritablement été ça. D'accord. Alors, ça c'est votre avis. On va reprendre également un extrait de cette rencontre finalement contre l'Égypte. Celle-là que tout le monde pensait prenable. Sincèrement, il n'y a personne qui avait misé pour une victoire de l'Égypte. Et finalement, on est tombé face à l'Égypte. Face à Soraya. Elle nous dit aussi, elle reconnaît qu'elle n'a pas suffisamment de vécu avec cette équipe. Ça fait quelques mois seulement qu'elle est là, quelques semaines qu'elle est là avec cette équipe. C'est pas comme les autres coachs qui ont leur effectif depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle est là, cette équipe, il n'y a pas très longtemps. Donc elle s'est rendue compte qu'il y a besoin d'avoir aussi du vécu avec son équipe. I don't know what the future holds, at this particular point. I feel like not only did I let down myself and the team, but I let down an entire country. And at this particular point, I just want to thank them for the opportunity. Coaches, they turn over when you're pursuing an opportunity to coach at the international level. I mean, of course, if the country gives me another opportunity, by all means, I would definitely take a different approach. Bon, ça c'était la réaction de Natosha Kaming, notre coach finalement à cet Afro-Basket là qui reconnaît qu'elle est quand même venue, elle a appris en étant dans cette équipe nationale et qui n'avait pas d'expérience sur le banc d'une équipe nationale. Avant d'y revenir, Serge, quel est le bilan que vous faites du passage de l'équipe nationale, enfin à cet Afro-Basket? On aura Souleymane Pepouna en ligne de Yaoundé dans un instant. Les résultats le prouvent, c'est un bilan négatif. On n'a pas besoin d'autres commentaires dessus. Mais négatif, ça montre, je ne sais pas ce que je dirais, mais un bilan négatif. Pourquoi? Je me rappelle, sur ce même plateau, on était revenu le jour où on a sorti la liste de cette équipe. J'avais dit sur ce plateau, sortir une liste de joueuses, c'est le plus facile. Mais derrière ces listes, il faut un stage, il faut une préparation véritable. Et aujourd'hui, notre position nous dit la liste était bien et bien faite, mais le stage, il n'y avait pas de stage. Vu que même l'entraîneur principal, le commandant du bateau vient nous dire à la fin de la CAN qu'elle est venue apprendre aussi, qu'elle est là juste depuis un mois. C'est grave. C'est tout simplement très grave.
Parce qu'arrivé à la CAN, le Cameroun, aujourd'hui, on est la vitrine, je peux dire la vitrine du basketball dans l'Afrique, parce qu'on a quand même un champion NBA et à l'heure actuelle, même le Sénégal ne peut pas s'étarguer d'avoir autant de joueurs NBA que le Cameroun a eu. Ce n'est pas le Cameroun qui devrait arriver à une compétition et prendre 60 points. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, le Nigeria, c'était l'ogre de cette CAN et on a vu, ils ont soulevé le trophée à la fin. Mais quand on joue un match pareil et qu'on a le vrai match le lendemain, comme on dit dans le jargon, le vrai match le lendemain, psychologiquement, ça compte. Mieux vaut perdre contre le Nigeria de 1 point avec peut-être des regrets de savoir qu'on a raté un lancer franc et revenu de main gonflée, que de perdre de 60 points et rentrer, remettre tout en question. Parce que je suis sûr qu'on perd contre l'Égypte, parce que des filles au 4e quart-temps contre l'Égypte étaient complètement se sont remis en question. En fait, à part d'être moussées physiquement, elles se remettent en question que l'orgue qui est passé sur nous la veille, on se remémore des lancers francs et arrivé pendant le match, ça te revient au visage et tu rates un 2 pas facile, tu rates un lancer franc évident, tu perds confiance en toi et on se retrouve à être battu par l'Égypte. Par l'Égypte. C'est jamais arrivé. Cette Égypte, on a marché sur l'Égypte et c'est jamais arrivé. C'est des rencontres à la limite, même le SG ici présent va nous dire que si on l'avait dit de regarder le match contre l'Égypte, il a dit que non, il a mieux à faire. Sincèrement. L'Égypte ne doit pas nous battre à une compétition africaine de basketball. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Moi, je pense que il y a un problème dans l'équipe que nous, on ne connaît pas. Parce qu'il n'y a pas 70 points d'écart entre les deux équipes. Sur le plan individuel, sur le plan de la fierté individuelle de chaque joueur, il n'y a pas 70 points d'écart. Maintenant, si on a pris 70 points, il y a des raisons que nous ne maîtrisons pas. Mais moi, je pense que quand je suppose les éventuelles raisons, je me dis il doit y avoir un souci dans l'équipe. Ou bien il doit y avoir un souci avec le coach. Entre le coach et les joueurs. J'ai souvent été au milieu des équipes pendant les Afro-Basket. On cache bien les problèmes parce qu'on veut que les choses se passent bien, mais parfois il y a de vrais soucis entre les joueurs et les coachs, ou bien les joueurs entre eux. Mais on ne vient pas sur un plateau dévoiler ces choses-là. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y avait un souci. Et que, comme Serge disait, ça a tué le moral un peu des filles. Tout à fait. Qui, au moment où on devrait montrer qu'on doit gagner ce match, elles ont baissé le bras et on a perdu parce que c'est une grande première d'être battu par l'Égypte. Où il y a des gamines de 20 ans qui jouent. La meilleure marqueuse du tournoi, Soraya, moi je l'ai découvert à Yaoundé. Elle était ici à Yaoundé, elle avait 17 ou 18 ans quand elle est venue. Donc ça veut aussi dire que il y a un programme qui est mis en place pour faire évoluer les gens. Parce que l'Égypte à qui on donnait 20 points systématiquement, encore il n'y a pas longtemps, qui vient nous éliminer comme ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Bon, on a le coach Souleymane Pepouna en ligne qui lui aussi fera une analyse de cette rencontre. Pepso, bonsoir depuis Yaoundé. Allô? Alors, on essaie de la voir. Malheureusement, la connexion n'est pas bonne. Martial Yudom, le temps de réessayer. Quelle est la lecture que vous faites du passage de l'équipe nationale du Cameroun du côté du Sénégal? La même lecture que nous faisons aussi depuis 4 ans. C'est-à-dire que pas suffisamment de préparation. Depuis 4 ans? Oui, parce que je pense qu'après 2015... 2015, où on est deuxième. 2017, on est 8e. Et 2 ans plus tard, on est 10e. Parce qu'après 2015, il y a une rupture. L'année prochaine, on est 15e. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Après 2015, il y a eu une rupture et on n'a pas pu retrouver un effectif de joueuses. On n'a pas pu avoir une stabilité à la tête de cette équipe en termes d'entraîneur. Et je vais te mesurer parce que le matin déjà, j'ai débattu là-dessus. Et nous ne comprenons pas pourquoi la fédération aujourd'hui ne fait pas confiance aux coachs locaux. Nous sommes à la limite choqués parce que lorsqu'une Américaine qui était supposée être largement au-dessus de nous tous vient dire qu'elle n'avait pas cette expérience-là, je me demande si un enfant du pays n'aurait pas profité de cette expérience-là à sa place.
dont je souhaiterais, parce qu'on a tellement donné quelles sont les raisons de notre débâcle, si je peux justifier ainsi. Je souhaiterais que on soit beaucoup plus écouté, que les oreilles soient un peu tendues, parce que je ne sais pas si c'est le ministère ou c'est la fédération qui choisit qu'on fasse seulement 3 semaines. Lorsque le Kodiké n'est là que depuis 1 mois, c'est clair que cette préparation déjà à la base a été faussée au départ. Faussée, bâclée. Parce que 2 mois pour préparer une compétition de ce niveau-là, ce rang-là, on le mérite largement. Être 10e. Ah oui, être 10e. De cette compétition-là. Alors, on a le coach Suleiman Pepouna en ligne. Bonsoir, Pepso. Bonsoir Christian, bonsoir tous les panélistes. Voilà. Quelle est la lecture que vous faites du passage de l'équipe nationale du Cameroun à cet Afrobasket? Une grosse déception, une grosse désillusion et de gros regrets. Voilà, ça c'est en termes ce que moi je retiens de tout ça. Franchement, par rapport à 2015, on avait une belle équipe, au moins sur le papier. Par rapport à 2015, voilà, on avait une équipe assez compartimentée qui pouvait faire un certain nombre de choses. Et voilà, on aurait au moins pu faire ce qu'on a fait depuis 2007, au moins mettre cette équipe en quart de finale et je voyais cette équipe en demi-finale. Alors pour vous, ça n'a pas marché à quel niveau? On aurait pu faire quoi concrètement pour que cette équipe ait de meilleurs résultats? Mais ce qu'on aurait pu faire, voilà, c'est faire des choses normales, comme je dis toujours. Faire des choses normales, faire un véritable staff, laisser les entraîneurs travailler et faire confiance à ce qu'on a sur le plan local. Voilà ce que je dis toujours. Ce que je dis toujours, c'est quoi? À quoi ça sert de prendre un expatrié qui va venir faire ce que le coach, le coach même d'un championnat universitaire aurait fait? Pourquoi forme-t-on les entraîneurs ici? Pourquoi les gens prennent la place des autres pour pouvoir ériger? Voilà, le mal est très profond. Le mal est très profond et ça nous rattrape parce que voilà, les signaux sont rouges depuis. On explique. Ça a commencé avec l'équipe nationale garçon. On n'a pas compris. Ça enchaîné avec l'équipe nationale fille qui, et voilà, qu'on ne voyait pas depuis, mais qui avait le potentiel de faire champion d'Afrique au moins 3 ou 4 fois aujourd'hui. On a laissé faire un certain nombre de choses et voilà, ça nous rattrape. Moi, je dis toujours, je refuse qu'on ait une explication camerounaise à tout, parce que tout est écrit. Les Camerounais sont tous des tout. Voilà, le protocole, c'est si tu as ta voiture, le feu passe à l'orange, tu vas freiner, si ça passe au rouge, tu t'arrêtes. Mais nous, les Camerounais, on a une explication camerounaise à tout. Et bon, voilà où ça nous renvoie. Ce qui fait le plus mal, c'est que le Cameroun a le potentiel pour marcher sur l'Afrique, sur toutes les catégories, sur au moins 10 ans. Juste faire des choses normales. Moi, je dis encore, on aurait bricolé, on n'aurait pas fait les choses normales, non ridicules. Parce que le plus grand, c'est voilà. Alors on essaie de... Oui, Pepsi, on vous a, hein? On vous a. Connexion est partie. Allô? Alors on est un petit peu interrompu à l'instant là. Allô? Oui, Christian.
Oui, nous vous écoutons. Vous étiez en train de chuter. Oui, je disais, donc, revenons à un minimum d'orthodoxie et arrêtons-nous un peu et arrêtons la navigation à vue. On est une très grande nation de basketball. Je dis bien de basketball, je laisse même tous les autres sports. On est une très grande nation de basketball. Qu'on revienne à un minimum d'orthodoxie et qu'on revienne sur les choses normales. D'accord. Merci Pepso et bonsoir du côté de Yaoundé. Merci. Alors, Camille, on a une question. Hein. D'où est-ce qu'elle vient, cette coach? Elle vient des États-Unis d'Amérique. Sur quels critères est-ce qu'on est allé la chercher? Et il y a une question qui est tout le temps revenue. Où est passé le coach Mudjo qui était à côté d'elle il y a encore pas longtemps? Ben écoutez, Mudjo a effectivement été le coach qui a qualifié l'équipe pour l'Afro-Basket. Et après, il s'est passé que pendant ces qualifications, il y a eu des incompatibilités d'humeur dans le staff. Dû à lui-même, le coach Mudjo. Et c'est ainsi que pour éviter de ne le passer en assistant coach, pour que ce soit contre-productif dans le groupe, vous l'avez sacrifié. Il a été question, voilà, tout simplement que les autres puissent travailler plus sereinement. C'est aussi simple que ça. Alors, vous l'avez sacrifié, vous auriez pu le choisir et laisser Natosha partir. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Natosha et pas Guy, qui a quand même une certaine expérience? Vous l'avez dit, qui a qualifié cette équipe. Est-ce que parce que le critère joueur coach local, parfois... Non, ça n'a rien à voir. C'était quoi le problème? Il serait trop facile de venir aujourd'hui remettre en cause les qualités du coach Natosha. Moi, je pense que c'est un entraîneur compétent, qui est certainement passé à côté de l'Afro-Basket, mais on ne va pas tout remettre en cause. Mais qui a quand même du mal à prendre... Sur le plan basket, techniquement et tactiquement, on les a vus travailler à Yaoundé avant les qualifs. Je pense qu'elle en a quand même. Elle en a quand même. Maintenant, je reste aussi convaincu après cet Afro-Basket qu'elle a pêché quelque part. Si elle n'a pas su tirer le bon de ce groupe-ci, parce que moi aussi je pense que 10e pour ce groupe, ce n'est pas normal. Peut-être qu'on aurait eu du mal à passer en demi-finale avec, quand je vois le Mozambique, et que nous on aurait dû rencontrer en cas. Mais 10e, ce n'est pas notre place. C'est quand même la preuve que le coach Natosha n'a pas pu tirer le meilleur de ce groupe. Mais dire aujourd'hui qu'elle n'a rien comme coach, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se perde. D'accord, vous allez chuter par là. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est pas d'appel. Alors là, on reçoit des coups de fil. Malheureusement, on peut pas. C'est que des SMS. D'ailleurs, on est à la fin du programme. Guillaume Elamel, le dernier mot vous reviendra. Oui, je voulais dire rapidement que le coach Natosha, moi je connaissais pas ce coach avant qu'il arrive au Cameroun, mais je pense que je peux pas remettre en doute ses compétences. Je pense qu'on a la chance que ce soit le président et le secrétaire général, ce sont des basketteurs. Mais quand vous parlez de compétences, on a quand même du mal à comprendre qu'on prend 14 points sans demander un temps mort. Attendez, est-ce qu'il a la compétence? Même moi qui suis rien, quand même. Merci à la régie, on est en train de boucler. On va laisser Guillaume Elamel chuter alors. On le laisse chuter. Non, mais je ne pouvais pas aller au bout de mon explication, donc je vous laisse chuter. Le réalisateur vous permet de chuter. Non, je suis en train de dire que cette dame-là, elle a quelque chose qui lui a manqué, c'est la culture camerounaise. On ne vient pas apprendre à l'afro-basket. Voilà. L'afro-basket, c'est pour des gens qui ont de l'expérience en Afrique. Super. C'est ça. Voilà, on l'aura compris, la fédération aussi l'a compris. J'espère qu'elle qui est en ce moment en train de douter de son avenir avec cette équipe, on l'a entendu en conférence de presse d'après-match, que ça va être un peu compliqué. En tout cas, merci monsieur d'être venu ce soir et à très bientôt, bonne nuit. Le temps mort, on prend le temps mort finalement, Serge Montamangaba. À bientôt. All around the world, y'all know. This is so. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go.